Il faut sauver le soldat F1. Le cri du cœur de notre collègue Jean-Luc Roy il y a 8 ans n'a jamais été autant d'actualité. Suzuka, le juge de paix, n'a pas calmé la discorde autour de l'ère 2026. De pilotage à éco-conduite, l'ADN de la F1 est-il complètement bafoué ou sommes-nous emprisonnés dans un mood de vieux con réticent au changement qui ne veut pas vivre avec son temps? Dans ce débrief du Grand Prix du Japon, on va parler de sport et un peu plus encore. Alors valide ton paddock pass, on te pistonne dans le club des vrais passionnés de F1. Et le club est ouvert à tout le monde, les amis. On va se régaler tous ensemble pour ce débrief du Grand Prix du Japon avec la crème de la crème quand il s'agit de parler sport mécanique. Et j'ai nommé pour commencer, juste à mes côtés, Monsieur Hamza Ramani. Comment ça va, Hamza? Ça va très bien. Et vous-même? Impeccable, impeccable. Trêve internationale de football, on en parlait tout à l'heure. On a un peu plus de temps pour parler de Formule 1 et regarder ce qui se passe. Tout à fait. On a pris beaucoup de plaisir. Ah bon? Oh oui. Ah oui, c'est bien ça. Je vous ai pas posé la question parce que ça va être un grand sujet dans cette émission. Un grand débat. Exactement. Hamza d'un côté, Monsieur Despiello de l'autre. Comment ça va, mon Pierrot? Bah écoute, très bien, très heureux de revenir une nouvelle fois dans le studio pour débattre de plein de belles choses sur la Formule 1 aujourd'hui parce que il y a beaucoup à dire. Exactement, Vraiment. il y a énormément de choses à dire. On va débriefer les résultats sportifs, mais on va parler aussi également un petit peu d'esprit, un petit peu d'ADN, un petit peu de futur aussi, d'avenir. Bref, le gros programme, je vous le donnerai dans quelques instants. Juste avant de commencer, très rapidement les gars, Formule 1, programmé pour gagner. C'est un super guide, justement, sur la Formule 1, sur cette nouvelle saison, sur cette nouvelle ère. C'est Amphora qui édite ça et c'est surtout notre copain Jérémy Satis qui l'écrit. Donc allez choper ça, c'est vraiment génial. Il y a plein de petits portraits, des belles illustrations. C'est vachement beau à l'intérieur et il y a une jolie préface de Monsieur Isaac Hadjar et il y a une postface de Monsieur Pierre Gasly. Vous êtes gâtés et c'est dans les bonnes librairies. Donc allez-y, bravo Jérémy Satis pour le beau travail. Les gars, on se replonge justement dans ce débrief, les résultats de ce Grand Prix du Japon, 3e édition de cette saison 2026. On les regarde justement ensemble. La 2e victoire consécutive d'Andrea Kimi Antonelli qui devance Oscar Piastri, son premier podium dans cette saison. Charles Leclerc encore sur la boîte et devant George Russell, seulement 4e avec sa Mercedes. Lando Norris dans le top 5. Lewis Hamilton seulement 6e mais handicapé par des problèmes vraisemblablement de puissance. Pierre Gasly, premier français, 7e. Max Verstappen seulement 8e. Liam Lawson étonnant 9e. Et puis Esteban Ocon qui complète ce top 10. Avant de vous donner le programme, expliquez-moi les gars ce qui a retenu votre attention et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Vas-y. Oh là là, ça se fait des politesses, dis donc. On a l'impression d'être réglementation 2026, on se fait des politesses maintenant, c'est bien. Moi, je vais pas parler d'Esteban Ocon du coup pendant cette émission. J'aurais bien voulu en parler la semaine dernière ou peut-être même au Grand Prix, au Grand Prix précédent ou au Grand Prix de Melbourne. Étonnamment, P10. Donc plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, il se fait avoir par la safety car, malheureusement provoqué par son coéquipier avec cet incident, cet accident même effroyable d'Oliver Berman. Je suis content pour Esteban pour que enfin ça se transforme parce que jusqu'à présent, à chaque fois, la safety car était mal tombée pour lui. Donc maintenant, voilà, vous l'avez dit avec Brice il y a 2 semaines. C'est une saison qui est décisive pour lui. Là, le voir marquer ses premiers points, ça fait du bien. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne pour la suite. Mais il y avait eu une belle course, en tout cas, de sa part. Et notamment, c'était aussi un week-end compliqué pour son coéquipier Berman. Preuve que les choses peuvent changer chez As. Hamza, tu veux nous parler d'une écurie de fond de grille, un nouveau? Exactement, Cadillac ou Cadillac. C'est vrai, comme disent les Américains. Non, Cadillac, très rapidement, saluer, valoriser ce qu'ils ont pu accomplir ces derniers mois, parce qu'on rappelle qu'en mars 2025, Cadillac n'existait pas dans l'univers de la Formule 1. Ils ont dû créer une usine, ils ont dû avoir ramené du personnel, créer une voiture. Et mine de rien, c'est un travail de l'ombre qui ne peut pas être valorisé, parce qu'il est finalement inconnu du grand public et même de nous-mêmes. Donc, juste prendre conscience que ce que l'on voit en ce moment de la part de Cadillac, c'est quand même assez intéressant de voir notamment que Sergio Pérez soit en capacité de terminer dans le même tour que le vainqueur au Japon, même s'il y a une safety car sur la première partie de course. Mais mine de rien, c'est que la performance, on n'est pas sur une Formule 2 ou une Formule 3. Enfin, voilà, ils partaient de zéro. Ils sont appuyés sur un line-up d'expérience. Bottas et Perez, qui à eux deux ont plus de 530 Grands Prix en Formule 1 quand même. Donc, c'est plutôt prometteur. Pour la performance, on attendra les mois, parce que je pense qu'on doit parler en mois, peut-être même plus, certainement plus pour viser des victoires, mais au moins en mois pour, pourquoi pas aller chercher des Q2. Mais voilà, juste
valoriser ce que fait Cadillac en ce moment, ce début de saison. Week-end référence, voilà les propos en tout cas du board de Cadillac concernant eh bien ce week-end du côté du Japon. On a vu ce dont on va pas parler, les gars. Voyons, eh bien de quoi on va parler justement dans le sommaire de cette émission. Les 4 enseignements qui ont retenu notre attention. On parlera forcément de la victoire de Andrea Kimi Antonelli et de ce duel qui peut se profiler face à son coéquipier George Russell. On parlera aussi des clients Mercedes qui vraisemblablement ont retrouvé le mode d'emploi. Ça allait mieux pour McLaren. Ça va toujours aussi bien du côté de chez Alpine. On se posera une question sur Red Bull. Est-ce que cette équipe est devenue une équipe du midfield, un peu trop mid? Et puis, la grande partie de cette émission, je tiens à vous le dire, ce sera ce 4e point. Je pense que la moitié de l'émission sera consacrée à ce 4e point. Juge de paix sacrifié sur l'hôtel de 2026. On va parler de Suzuka, mais en fait, on va faire un bilan un peu plus approfondi justement de cette réglementation 2026 qui, vous l'avez compris, courrouce à peu près partout et ici aussi. On fonce tout de suite. Le premier enseignement, le deuxième hat-trick en carrière de monsieur Andrea Kimi Antonelli. Pole victoire, meilleur tour comme à Shanghai. Antonelli a remis le couvert du côté du Japon. Preuve de sa montée en puissance, peut-être celui qui a montré le plus de rythme à partir de samedi. Et comme le dit ce matin la Gazzetta dello Sport, est-ce que vous y voyez les gars les signes d'une prise de pouvoir de la part d'Antonelli chez Mercedes? N'oublions pas non plus de citer les circonstances subies par Russell et ses problèmes notamment de réglage, problèmes de malchance aussi, un changement de réglage après les EL3 qui déséquilibre l'arrière et a entraîné notamment beaucoup de survirages. Ça l'a perturbé en qualif, il échoue à 3 dixièmes d'Antonelli et cela a sans doute affecté aussi son rythme en course. Et puis les malheurs, il est piégé bien sûr par l'intervention de la safety car un tour après son passage au stand, victime d'un bug logiciel lors de la neutralisation, pas de batterie à la relance, les Ferrari passent. On notera aussi qu'il n'a pas pu passer Piastri ni pour la P1 dans le premier relais, ni Leclerc pour la course au podium en fin de course. Et puis le dernier point, eh bien c'est Mercedes, encore un départ difficile parce que c'est quand même là où le bas blesse, le talon d'Achille de Mercedes. Toto Wolff a expliqué hier après la course qu'il s'agissait d'un problème plutôt du côté des pilotes et pas forcément d'un problème de process ou mécanique, un problème qui a obligé Russell et Antonelli à une remontée dans le premier relais. À l'arrivée de ce Grand Prix, Antonelli, plus jeune pilote, a mené le championnat, 19 ans, 7 mois et 4 jours, le plus jeune de l'histoire, 9 points d'avance sur Russell, mais ne parlez pas de course au titre à Toto Wolff, les gars, qui veut absolument protéger son talent. Cette course, Antonelli-Russell, ce combat de ce début de saison, qu'est-ce qu'il vous a inspiré ce week-end? Si Toto Wolff nous interdit de parler de course au titre pour Antonelli, de quoi va-t-on pouvoir parler cette saison? C'est clair. Des problèmes de George Russell à ce moment-là. D'accord. Est-ce que Russell joue le titre du coup? C'est une vraie Parce qu'il a des problèmes. Il a des vrais problèmes. Il a la meilleure voiture, mais il n'a pas les meilleurs starts visiblement, et les deux pilotes Mercedes n'ont pas les meilleurs starts depuis le début de la saison. C'est assez, moi je trouve ça assez intriguant de les voir. C'est lié à la voiture. Oui, c'est parce que la statistique, c'est que Antonelli a un meilleur temps de réaction que Piastri, mais il met 9 dixièmes de plus pour atteindre les 100 km/h, de 0 à 100. Ce qu'expliquait Toto Wolff, c'est qu'il crame un peu l'embrayage. C'est-à-dire qu'en fait, il est très brutal sur l'embrayage, qui fait qu'il a énormément de patinage. Du patinage, on voyait de la fumée sortir du pneu arrière droit, si je dis pas de bêtises. Ce qui m'a fait quand même relativement rire, on en reparlera après, c'est le fait que Piastri prenne son premier départ, entre guillemets, même si ça a eu à la sprint, et que lui, c'est très facile à faire votre truc. Il marche bien le moteur Mercedes. Il marche bien ce départ. donc voilà, mais pour en revenir à un sujet plus sérieux sur Antonelli, moi ce que je trouve assez impressionnant, c'est que bien sûr, ils ont la meilleure voiture, je pense qu'on peut établir ça assez facilement. Oui, ils perdent les deux des places au départ de chaque Grand Prix, mais derrière, tu vois que Antonelli, plus souvent, arrive à regagner des places, même quand il est derrière George Russell, sur les départs après le virage 1 et 2, arrive à regagner des places, il est propre dans ses attaques, il arrive à bien anticiper la manière dont il faut déployer de l'énergie, mais là encore une fois on botte un petit peu à l'aveugle parce que on ne sait pas vraiment la proportion de la voiture vis-à-vis de ce que le pilote peut faire. Donc moi je trouve ça assez impressionnant. Derrière, une fois qu'il est seul en piste, j'ai l'impression d'avoir un petit peu un Sébastien Vettel qui enchaîne les meilleurs tours. On lui dit maintenant tu te calmes, tu ramènes la voiture à la maison, boum, meilleur tour. Donc il a un rythme, il sait répondre et je vois un pilote qui du haut de ses 19 ans est quand même très très complet. Alors moi j'ai un doute par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur sa capacité lorsqu'il est au milieu du peloton, parce qu'on rappelle qu'il était en pôle, mais qu'il s'est retrouvé derrière Russell au départ, parce que son départ était beaucoup plus mauvais que celui de Russell. Et contrairement à Russell, moi je note que sur sa première partie de course, il a plus de difficultés à dépasser les pilotes Ferrari et McLaren, Antonelli. La seule différence,
c'est je pense une différence notable, c'est qu'il y avait un petit train entre ces 3 voitures, ce qui n'était peut-être pas le cas pour George Russell qui dépassait un puis l'autre, alors que là Antonelli il était je crois derrière Hamilton si je dis pas de bêtises, qui lui-même se trouvait juste derrière Lando Norris ou inversement. Donc voilà, j'ai encore besoin de voir plus sur cet aspect-là, mais on est sur du détail par rapport aux faiblesses aujourd'hui de Mercedes. Sur du circonstanciel plus que... Oui, ok. Et justement, est-ce que c'est un vrai coup de pression de la part d'Andrea Kimi Antonelli ou est-ce que c'est pas une victoire un petit peu circonstancielle, les gars? Quand on pense notamment à ce réglage en EL3 qui a été d'ailleurs un peu dicté par Mercedes, hein, c'est une erreur collective, a dit Toto Wolff. Est-ce que justement, il faut s'enflammer pour Antonelli ou il faut rester encore un peu prudent comme vient de le dire Hamza? Non, mais les deux, pour répondre à ta question, oui, c'est une victoire circonstancielle, parce qu'il y a une safety car et que ça rebalance, que ça redistribue totalement les cartes. Mais mine de rien, intéressant de voir qu'un pilote qui, pour la deuxième saison de sa carrière, le début de sa deuxième saison en Formule 1, qui n'a que 19 ans, qui soit en capacité de ramasser les miettes, entre guillemets, ou en tout cas ce qu'on lui propose. Il est là. Et ça, c'est quand même un petit message, c'est quand même un signal. On a besoin d'avoir beaucoup de réponses autour d'Andrea Kimi Antonelli. Et là, c'est une réponse sur un thème. Je suis complètement d'accord. Le fait qu'il soit là, et on a toujours reproché au pilote numéro 2 de la Red Bull de ne pas être là quand Verstappen n'était pas là. C'est la même chose avec Kimi Antonelli, encore plus avec George Russell qui, entre guillemets, est le leader de cette équipe, ou en tout cas on l'attendait en leader de cette équipe cette année. Antonelli, quand il n'y a pas Russell qui est en tête, c'est lui qui est en tête et c'est lui qui récupère effectivement les miettes, comme disait Hamza. Et juste pour répondre sur effectivement le petit train circonstanciel, ce qui est assez intéressant sur les batailles qu'on a pu voir, c'est que quand on est à 2, ça se double et ça se redouble. Quand on est à 3, c'est pas la même histoire. Et en fait, être derrière, attendre le bon moment, etc., peut payer, mais peut aussi finalement se faire décrocher, parce que en fait, ça joue un peu au yo-yo devant. Mais s'il y en a un qui passe et qui arrive à partir, derrière, c'est plus la même histoire. Donc en fait, il faut faire un peu comme Verstappen à Monaco en 2015, si je dis pas de bêtises, où il s'était servi justement du leader de la course pour dépasser les retardataires avec, et ça s'était heurté, ça s'était fini dans le mur avec notamment un accrochage avec Romain Grosjean. Mais dans la stratégie de positionnement et d'intelligence de course, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte cette année. Quelques déclats, et notamment, je vous l'ai dit, l'Italie qui est en furie ce matin, la Gazzetta dello Sport qui se prend à rêver d'un coup de pression justement d'Antonelli. C'est le titre de la Gazzetta ce matin, c'est le coup de pression d'Antonelli. Et Andrea Kimi Antonelli disait dans la Gazzetta justement paru ce matin, par rapport à l'an dernier, je me sens déjà comme une personne différente grâce à l'expérience que j'ai acquise. Au final, nous sommes les deux seuls à avoir la même voiture, donc cela pourrait devenir un duel entre nous. Je vais essayer d'être prêt dans tous les domaines, y compris sur le plan des jeux psychologiques. C'est une grande opportunité et je veux en tirer le maximum. Il est même meilleur que moi dans les virages rapides, en parlant de George Russell, mais pour l'équipe, l'important est de ramener des gros points. Toto Wolff, lui, a voulu calmer un petit peu les ardeurs du pilote italien et aussi du public italien. Il dit, avec des voitures à égalité, cela allait être serré, mais au moment où il fallait prendre une décision vite, nous avons choisi de protéger notre position face à Leclerc, en parlant de l'arrêt justement consenti sur George Russell. Kimi, lui, réalisait des temps parfaits à ce moment-là, voilà pourquoi on l'a laissé en piste, mais George, sa voiture était loin d'être parfaite. Un George Russell a dépité forcément à l'arrivée, qui nous dit non, rien ne va, s'il y avait eu un tour de différence, cela aurait probablement été une victoire. La victoire m'échappe pour un tour, c'est frustrant. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. On rappelle que George Russell ne voulait pas étendre ce premier relais qui avait été demandé justement par Mercedes, et au final c'est arrivé au pire des moments, un tour avant la sortie de la safety car. Ça, c'est le sport automobile, hein. De toute façon, la réussite, parfois ça tourne pour toi, parfois c'est contre toi. Franchement, moi je comprends totalement la frustration de Russell. Il l'exprime à la radio. Pas besoin de le communiquer non plus au niveau de la réal internationale, parce que ça le fait passer un peu pour une pleureuse, alors que si tu mets 3 ou 4 pilotes qui ont été victimes, j'imagine qu'ils ont tous plus ou moins la même réaction. Voilà, aujourd'hui ça n'a pas payé, peut-être que la semaine prochaine, dans un mois, peut-être que ça paiera avec une safety car qui ira dans son sens. Derrière, il y a quand même aussi le problème de fiabilité entre guillemets du super clipping qui se met en route entre le virage 12 et 13, là où on a eu l'accident avec Oliver Berman, où il perd 66 km/h vis-à-vis de Charles Leclerc, ce qui est absolument énorme sur un bug informatique, parce qu'on a les datas, etc. On voit que ça descend, il est obligé de remettre du gaz en rentrant dans le virage de Spoon. Donc c'est là où je me dis effectivement tout a mal tourné pour George Russell sur ce Grand Prix. C'est un peu dans la continuité de la Chine aussi quelque part, et il a un début de saison qui est un peu malchanceux, là où on attendait justement à ce que
pas qu'il écrase tout le monde, mais en tout cas qu'il ait la domination sur son coéquipier et sur le reste du peloton. Et là, pour le coup, j'ai vu quelqu'un plutôt en galère avec ce qui est censé être la meilleure voiture, mais comme on l'a dit, tout est allé un peu de travers depuis la qualif. C'était pareil en Chine. Exactement. La F1 a donc un nouveau leader, Andrea Kimi Antonelli, 9 points d'avance sur George Russell, et on verra à la prochaine étape à Miami dans un mois, dans un autre monde, dans une autre époque, si Mercedes est toujours aussi dominante. On reste sur Mercedes, mais on va parler des Yan-Yan, des Yanclars, des clients de Merco. Service après-vente Mercedes, bonjour. C'est un peu le thème, parce qu'on a l'impression qu'il y a du mieux pour les clients de Mercedes, avec cette statistique pour commencer, 4 moteurs Mercedes aux 5 premières places. C'est la première fois que les écuries propulsées par Mercedes ont autant dominé, ou en tout cas été aussi haut dans la hiérarchie. On pourrait même dire 5 moteurs Mercedes sur les 7 premières places. Ces dernières semaines, il y avait pourtant eu quelques critiques, bien sûr, de la part des clients. McLaren, Alpine, Williams. Est-ce que Mercedes a donné quelques tips depuis pour l'utilisation, justement l'optimisation de ce moteur, ou est-ce circonstanciel à Suzuka, qui, on le rappelle, fait quand même la part belle à la traction? Alors, côté client, justement, on va s'intéresser à McLaren, le retour au premier plan, la frustration de Piastri et les malheurs de Norris. Piastri qui n'avait pas disputé un tour en Grand Prix cette saison, vous l'avez dit, qui a dominé le premier relais, mais piégé comme Russell et Leclerc par la safety car. Pouvait-il gagner, les gars, à la régulière? Norris, lui, a peu roulé en essai à cause d'un problème de batterie et a dû courir justement après tout ce retard, tout ce week-end. Faut qu'on parle de Pierre Gasly, reçu 3 sur 3 Grands Prix sur les 3 premiers dans les points. Il s'agit de son meilleur début de saison en carrière. Fou, rien que ça, c'est quand même assez fou. Lui qu'on a vu en bataille aussi avec Max Verstappen tout au long du Grand Prix hier. Et puis Williams, on l'a noté, on l'écarte un petit peu, c'était une séance d'essai un peu grandeur nature pour l'écurie britannique. On rappelle, cette voiture plombée par son surpoids, plombée par son retard aussi également dans sa conception. Première Q2 quand même pour Sainz. Albon lui a fait une séance d'essai grandeur nature en testant notamment des choses. Je crois qu'il a dû passer 3 ou 4 fois au stand pour tester notamment le niveau d'ouverture de son aileron avant. Progrès significatif, les gars, pour les clients de Mercedes. J'ai l'impression que c'est le premier Grand Prix de cette saison où on a eu l'impression que avoir un moteur Mercedes était un véritable avantage. Disons que ça aide de démarrer une course. Oui. Alors ça dépend pour qui. Sauf dans l'écurie mère. En fait, je pense qu'ils sont trompés de mode d'emploi. Ils ont donné le mode d'emploi du start aux autres. Ils ont gardé le mode d'emploi du déploiement. La fameuse clé USB, c'est la rouge et pas la verte qu'il fallait donner. Voilà. Décidément, la clé douce, c'est la clé. Les clés USB chez Mercedes, c'est un vrai problème. C'est un vrai Il y a quelques années, ils avaient oublié une clé USB dans la soufflerie. Bon, c'est transformé en Mercedes. Ils ont donné une rose pour Racing Point. Bon. Dommage qu'ils aient pas fait pareil avec Alpine. Non, mais c'est assez intéressant de voir que effectivement il y a du progrès chez les clients Mercedes, parce que là, c'est ce que disait Andrea Stella vis-à-vis du Grand Prix de Chine, parce qu'en fait ils ont le moteur Mercedes et puis ils sortent en piste, ils collectent des données et ils font ok, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Du coup on apprend au fur et à mesure, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2-3 Grands Prix on arrive à trouver des manières de déployer de l'énergie qui est différente selon les moteurs Mercedes, selon les écuries qui sont clientes Mercedes, pour optimiser quelque part la partie châssis qui est forcément différente les unes des autres. Et donc, on arrive à une bataille entre Piastri et Antonelli qui nous a été coupée par la safety car, mais qui aurait pu, je pense, nous donner un petit peu plus de pas spécialement de spectacle, mais un peu plus de suspense, je dirais, parce que je pars du principe que Antonelli aurait réussi à le dépasser au bout d'un moment en appuyant sur le bouton magique entre guillemets, hein. Mais voilà, donc non, je suis plutôt agréablement surpris de ce côté-là. Maintenant, faut voir si effectivement ça va aller en s'améliorant, mais ouais, avoir la façon dont ça va se déployer au fur et à mesure des Grands Prix en fonction de la typologie des Grands Prix. Il aurait pu gagner, tu penses, Hamza, notre ami Oscar Piastri? Sincèrement, je pense pas. Ouais. Moi, je pense pas. Parce qu'il tient Russell sur le premier relais quand même, à la fin du premier relais. Ouais, mais une histoire de stratégie décalée aurait pu permettre à... Parce qu'on a vu quand même des Mercedes aussi un peu parfois en difficulté sur la capacité à imposer son rythme lorsque tu as une voiture devant toi. C'est vrai. Les dépassements n'étaient pas si faciles pour Mercedes. Donc, on sait qu'avec le clean air, ça peut être une fusée, mais dans l'air sale, entre guillemets, même si on est loin de ce que l'on a pu avoir ces derniers mois, notamment la saison dernière et sur la précédente réglementation. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal de points à voir chez Mercedes, et notamment cette gestion dans le trafic. Maintenant, moi, il y a un point
qui est plus de l'interprétation qu'une information, mais la radio d'Oscar Piastri après la course, c'est satisfaction et c'est vraiment écoute, si aujourd'hui à ce stade de la compétition, après la 3e course, on a cette voiture-là, c'est quand même prometteur pour la suite. Donc Miami, c'est dans un mois. En un mois, il peut s'en passer des choses. J'ai hâte d'arriver au prochain Grand Prix pour voir à quel point McLaren aura réussi à comprendre justement toutes les spécificités. De toute façon, comme tu le disais, au fur et à mesure des courses, au fur et à mesure, plus tu as de temps de roulage et plus tu vas apprendre justement autour de ce bloc propulseur. Sincèrement, si McLaren parvient à comprendre assez rapidement, peut-être que le championnat, je parle pas du titre, mais en termes de courses sur les 22 Grands Prix maintenant, peut-être qu'on n'aura pas 22 victoires Mercedes. Sincèrement, j'ai pris il y a un petit point d'alerte là, un petit emoji avec le point d'exclamation par rapport à la radio d'Oscar Piastri. Eh ben c'est marrant, tu parlais de la radio d'Oscar Piastri, c'est les propos aussi également de Lando Norris à l'arrivée de cette course. Intéressant en tout cas ce qu'il livre au micro des Fins TV, dit « Nous n'avons pas beaucoup changé de choses ce week-end, c'est surtout que le circuit nous convenait, nous avons clairement réussi à en tirer un avantage, notamment sur la gestion de l'énergie, la batterie et le moteur. Et ça c'est bon signe, obtenir un résultat aussi solide alors que nous savons que nous manquons encore dans plusieurs domaines est encourageant. » Et derrière, Oscar Piastri arrive cette fois-ci au micro de motorsport.com, on lui dit ce que Lando Norris a dit, et voilà la réponse d'Oscar Piastri. Il dit oui, le circuit nous convient sûrement davantage, mais on exploite sûrement mieux le moteur aussi. Preuve qu'on a peut-être trouvé quelque chose quand même du côté de chez Mercedes et de chez McLaren. On rappelle les problèmes de la McLaren, les gars, c'est une dégradation un petit peu compliquée de ce que disent les pilotes depuis le début de cette saison, et parfois un train à vent qu'ils ont du mal entre guillemets à mettre en marche. Moi, c'est quand même l'énorme surprise ce week-end. Personne n'attendait que McLaren puisse jouer la victoire ou contester la victoire à Mercedes quand même. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça. Je pense aussi, et c'est une donnée qu'on n'a pas encore suffisamment, c'est la dégradation des pneus et la performance qu'on a. C'était de notoriété publique qu'on arrivait avec une gamme trop dure à Suzuka, donc on pouvait taper dedans comme il fallait, donc du coup peut-être que ça simplifiait entre guillemets le travail sur le déploiement de l'énergie, etc. parce que on évitait de trop regarder peut-être la dégradation des pneus. Ça après en vrai j'avoue que je sais pas trop, tu vois, mais effectivement il y a ça aussi à prendre en compte maintenant. On verra ce que ça donne sur des circuits plus serrés, des circuits où il y a moins de virages rapides. Je sais que ce que disait Pierre Gasly en début de week-end, que l'Alpine avait, en tout cas souffrait sur des virages rapides et donc avait un petit peu peur de Suzuka. Ils ont réussi à trouver les réglages et à faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc là aussi, il y a du positif. Encore une fois, il y a tellement de choses nouvelles sur lesquelles il faut mettre de l'attention que ne pas mettre de l'attention sur la gestion entre guillemets pneumatique comme on l'a vu hier, ça peut jouer. Ne pas arriver avec une voiture qui est bien réglée, ça te permet de te libérer un peu l'esprit et d'aller sur de la gestion de déploiement d'énergie et donc de faire un meilleur travail derrière. Mais en fait, tout ça cumulé fait que y en a qui sont un petit peu plus dans le dur, d'autres qui arrivent effectivement à se sortir du peloton, à se retrouver un peu dans un no man's land comme c'est le cas pour Pierre Gasly. Tu parlais de Pierre Gasly justement, et touchons un mot, évoquons le week-end encore faire des passes du français. Elle est magnifique, elle était magnifique celle-ci. Pierre Gasly sur Canal qui nous dit pour l'instant c'est la meilleure voiture que j'ai eue dans ma carrière avec l'Alpha Tauri de 2021. On a de très bonnes bases, on sait ce sur quoi on est limité, mais on a un mois devant nous pour travailler avant Miami. C'est de bon augure. 15 points inscrits par Pierre Gasly, c'est 2 fois plus que son meilleur départ précédent, en tout cas dans une saison, c'était 2021 avec 7 points. Impressionnant Pierre Gasly, et qui dispose d'un matériel qui pourrait le mettre en valeur dans cette saison 2026. Ouais, c'était important de voir à quel point il aurait été en capacité ou non de répondre après ces saisons parfois compliquées, et on le disait assez justement, je trouve, ces dernières années, à quel point il doit être compliqué pour un pilote de la trempe de Pierre Gasly de toujours trouver une source de motivation quand tu conduis une épave. Et avec tout le respect... Avec tout le respect. Ceci dit, il n'a pas tort sur la qualificatif. Et là, le fait, forcément, le plus dur est passé. Le fait de voir qu'aujourd'hui, il est en capacité. Alors oui, il y a un moteur extrêmement puissant. Oui, tu as la suspension arrière, la boîte de vitesse de Mercedes, et forcément, ça aide. Maintenant, je vois aussi une différence avec aujourd'hui ce qu'est capable de faire Colapinto. Et aujourd'hui, l'expérience,
elle fait quand même la différence sur des points clés, sur les instants clés. Je pense évidemment à la séance de qualification et à ces moments en course où un départ, un dépassement peut te permettre de te retrouver dans le bon wagon. C'est ce qu'on n'a pas eu Esteban Ocon, par exemple, ce week-end. Il le disait assez justement aussi, je trouve. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui Pierre Gasly requinqué, motivé, parce que justement, tu as une voiture... Enfin, j'ai été surpris par la déclaration, mais c'est vrai qu'en y repensant, meilleure voiture de sa carrière en début de saison avec la AlphaTauri, c'est vrai qu'il n'a pas eu la possibilité depuis le début de sa carrière de construire... Les méchants diront que est la Red Bull de 2019, mais bon, la piloter sur une lame de rasoir, c'est chiant quand même. Hein. On peut le dire. Surtout pour un pilote inexpérimenté à l'époque. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir à quel point il sera en capacité ou non de revenir peut-être grappiller des petits centièmes, des petits dixièmes pour aller, pourquoi pas, se battre à terme avec une McLaren, avec une Ferrari, si sa voiture le lui permet. Là aussi, il va être quand même à un moment limité par la performance globale de sa monoplace. Mais oui, Alpine, c'était forcément une interrogation après la saison calamiteuse, les 2 saisons calamiteuses qui nous ont pondu ces 2 dernières années. Aujourd'hui, j'attends une réaction et de savoir qu'ils sont en capacité d'exploiter à minima ce qu'on leur donne, c'est quand même rassurant. Et encore, je suis peut-être un peu gentil, mais j'ai envie d'en voir plus. Bien sûr. Moi, j'aimerais juste pondérer un truc, c'est qu'effectivement, on a vu Pierre Gasly un peu seul au monde sur ce Grand Prix de Suzuka. Ça aide beaucoup d'être en tête du midfield et d'avoir du clean air quand le top 6 entre guillemets, ou en tout cas les top teams s'en vont. Ça aide énormément parce que c'était aussi le cas de Oliver Behrman, je crois, en Chine, où lui aussi il était devant et on s'est dit c'est incroyable, etc. Donc je pense qu'on peut aussi un peu pondérer que celui qui prend le meilleur départ dans le midfield et qui arrive à se retrouver dans le bon wagon, comme tu le disais, Hamza, normalement derrière, en tout cas pour ce début de saison, on verra à Miami, ce sera peut-être complètement différent parce qu'il y a un mois et puis il y a des packages qui vont arriver dans tous les sens, mais du coup ça, c'est aussi à pondérer avec ça, je trouve. Et c'est là où son expérience, ça peut faire la différence sur les instants clés. Qualification, départ. Exactement. C'est les médias britanniques avaient cette phrase hier qui était assez rigolote. Ils disaient Alpine nous avait promis de nous faire une Brawn GP, finalement on est un petit peu déçus, mais on a quand même vu Pierre Gasly se battre avec Max Verstappen. Je trouvais ça plutôt rigolo. Justement, Max Verstappen, il était à la bataille avec Pierre Gasly tout au long de ce Grand Prix. Et cette question forcément qui découle, est-ce que Red Bull est devenu une écurie du midfield ? Est-ce que Red Bull est bien trop mid, les gars, pour pouvoir justement rivaliser ? Red Bull qui avait apporté des nouveautés ce week-end, beaucoup de pièces uniquement sur la voiture de Verstappen pour accélérer justement ce développement. Et on peut pas dire que Verstappen était vraiment convaincu, en tout cas par ces évolutions. Verstappen éliminé d'ailleurs en Q2 par Lindblad, pour le symbole bien évidemment. Autre symbole important, première fois quand même qu'il est battu par son coéquipier dans une séance de qualif à Suzuka depuis 9 ans, 2017, et Daniel Ricciardo, le calvaire à l'inverse de Isaac Hadjar, lui le dimanche en course, il était 8e sur la grille, encore des problèmes de batterie au départ, il est piégé ensuite par la safety car, il s'arrête 2 tours avant, s'il a d'abord effacé les 2 Audi, il a buté sur Ocon avant que Hülkenberg n'en profite et le passe, et puis on l'a dit, c'est le thème, c'est le sujet principal de cet enseignement, cette ERB22, est-ce qu'elle est bien trop mid ? Est-ce que justement Red Bull est désormais lutte entre guillemets dans une autre division? On a Hadjar qui a affiché quand même un handicap de 1 seconde 2 sur le tour de Q3. Il y a ces problèmes de châssis, problèmes d'aéro, ce sous-virage massif qui provoque un survirage en tout cas assez violent, une voiture qui a été, on l'a vu, trop instable dans les S et dans Spoon également, une voiture qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à régler, une monoplace également trop lourde, et sans parler bien sûr des soucis de fiabilité, des problèmes de RS qui permettent de récupérer moins d'énergie que les autres écuries. Bref, une voiture lente, une voiture dure à piloter. Est-ce que vous gardez quand même une note d'optimisme pour Red Bull, ou est-ce que Red Bull est une écurie? Je vais rajouter une note de pessimisme. Allez, vas-y. Il en manquait. Puisque, et c'était en Chine, Gianpiero Lambiadze, au bout de je sais plus combien de tours, Verstappen fait mais je dois lâcher dans ce virage-là, et Lambiadze il fait bah non. Il fait ce serait bien de me le dire parce qu'en fait je perds 3-4 dixièmes par tour en fait là-dessus. Mi-course, un truc comme ça. Mi-course, c'est pas troisième tour. Oui, non mais c'est ça. Donc t'es là et tu te dis waouh. Mais c'est pas prêt les mecs. Là vraiment il y a un sous-side de fou quoi. C'est non effectivement. Vas-y. Pierrot, cet exemple il est hyper révélateur pour le 4e enseignement que l'on va avoir sur le niveau de préparation. La capacité, mais au-delà du niveau de préparation, la capacité aujourd'hui qu'ont les pilotes de pouvoir faire la différence ou non. Si aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, tu es obligé de dire à Max Verstappen, écoute, sur ce virage, tu as le droit d'y aller à fond.
c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Il y a un parenthèse refermée. C'est une belle introduction, je trouve. En vrai, quand tu vois la manière dont se comporte la Red Bull en on-board, ça me fout la frousse. On a rarement vu Verstappen avec un arrière si léger, et pourtant Dieu seul sait qu'il aime les arrières légers. Ouais. Mais là, les coups de volant qu'il met, et ils sont pas juste fluides ou quoi que ce soit, ils sont méga secs pour essayer d'inscrire la voiture. Dès qu'il sent qu'il perd légèrement l'arrière, tu le vois guidonner dans tous les sens. Je vois une voiture qui est pas du tout sur son style de pilotage, qui est peut-être pas suffisamment efficace. Quand bien même, je vois un Isaac Hadjar qui arrive mine de rien à s'en sortir, notamment en qualif, et on le voit au niveau des temps autour. Il y a un truc qui me fait pour l'instant très plaisir, même s'il faut laisser au moins 5 Grands Prix à un second pilote Red Bull avant de voir si Verstappen s'enfuit ou pas en termes de qualif. Mais je le vois dans le même dixième, ou en tout cas à moins de 3 dixièmes en règle générale, ce qui est extrêmement bon pour un pilote face à Max Verstappen sur une equal machinery, comme dirait notre ami Rosberg. Donc, si tu veux, en fait, il y a un déficit de performance sur la Red Bull. Il y a un Max Verstappen qui est pas fan de cette réglementation et qui derrière va peut-être pas mettre autant d'énergie que dans son projet pour aller rouler sur la Nordschleife avec ses amis Dani Juncadella et Jules Gounon, qu'on embrasse. Et puis effectivement la troisième chose, c'est ce côté gestion d'énergie qui est contraire ou contre nature en tout cas au style de Max Verstappen, ou au style des vieux briscards en Formule 1, et où effectivement il faut ouvrir un peu ses chakras pour pouvoir performer, et c'est pareil pour Charles Leclerc d'une certaine manière. Voilà. Justement sur Red Bull, aucune passe décisive, vous démerdez. Non, j'avoue. Non, mais est-ce que Hamza, on est en début de saison, il y a la guerre du développement, quand on voit et on liste toutes les problématiques aujourd'hui auxquelles sont confrontés Red Bull, la situation de Red Bull aussi dans la hiérarchie, est-ce que tu imagines toi un bond en avant dans cette saison de Red Bull qui, on rappelle, a perdu des plumes quand même, étant presque dans une année de transition avec ces changements au niveau du board, changements au niveau de la stratégie, la construction de ce moteur, etc. En fait, cette saison 2026 qui va être précieux et même le plus important pour les écuries, c'est pas forcément le travail de base et ce que tu as pondu pour l'Australie, première course du championnat, c'est la capacité de rebond, c'est la capacité de développement. Et il se trouve que Red Bull, ces dernières années, je ne vais pas parler du futur, je ne sais pas ce qui se passera, je ne sais pas à quel point Red Bull a compris ou pas cette nouvelle réglementation, à quel point ils sont capables de l'exploiter ou pas dans le développement. Je vais m'appuyer sur le passé, sur cette dernière décennie, voire plus. Et Red Bull a quand même été une écurie qui a été en capacité de produire des évolutions assez importantes et surtout des évolutions performantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble impensable d'éliminer Red Bull. Je ne parle pas encore une fois du championnat, je ne parle pas du titre, mais de considérer et de définitivement classer Red Bull comme une écurie de milieu de tableau. Je ne me risquerai pas personnellement à cet avis, à être aussi tranché dès le 3e Grand Prix de la saison. Je vais prendre le contre-pied. Ouais, on peut avoir des doutes. J'ai un doute. Il n'y a plus Adrien Newey, il n'y a plus Christian Horner, il n'y a plus Dan Fallows, il n'y a plus Helmut Marko. Oui, bon, c'est pas lui qui a apporté le plus de performance. Je pense que dans la gestion de l'écurie, il était important, je pense. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Non pas qu'on les a remplacés par des tanges, bien loin de là, heureusement. Mais il y a un changement de culture qui s'est opéré à partir du milieu d'année dernière avec le départ de Christian Horner. Effectivement, ils ont hérité d'une voiture et de process et de choses qui ont fait que ils ont réussi à aller de l'avant et à faire jouer Max Verstappen jusqu'au bout en termes de titres. Cette année, quand on voit les améliorations qu'ils ont apportées sur la voiture de Verstappen qui ne fonctionne a priori pas, et c'est pas que Verstappen qui le dit, c'est aussi Isaac Hadjar qui dit on a fait tous les cross-checks possibles et imaginables, on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à délivrer ce qu'on a envie de délivrer. Donc il y a beaucoup d'inconnus qui me font dire qu'il y a une perte de vitesse, il y a un trou d'air. Est-ce que ça va raccrocher en termes d'aéro ou pas ? Je ne sais pas. Figure de style évidemment, mais est-ce que ça va raccrocher ou pas ? Ça c'est la vraie question et on verra à Miami. Mais en tout cas, pour l'heure, ils sont pas au niveau.
Et ça, je pense qu'on prend pas un risque à le dire, quoi. Pour l'heure, juste pour rebondir sur ce que dit Pierrot, pour l'heure, et en l'occurrence si on parle du Japon, ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui Red Bull est en incapacité de se battre avec les écuries devant, et que, pour en revenir à l'enseignement Pierre Gasly, lorsque tu te retrouves coincé derrière, tu es peut-être en incapacité, ou c'est très compliqué d'aller dépasser. Et là, je reprends la course d'Isaac Hadjar, qui manque son départ parce qu'il a un problème de batterie et il perd plusieurs positions. Et derrière, c'est beaucoup plus compliqué à remonter. Et toute la course, il était, j'ai l'impression, entre la 10e et la 13e ou 14e position. Ça, on l'a pas vu sur le feed international, mais les radios de Isaac Hadjar, il paraît, j'ai vérifié une ou deux, mais il paraît que toute la course, c'est machin, Liam Lawson, putain, il me fait chier, machin, Lindblad, il me fait chier. Il y a de la nervosité, il y a de la frustration parce que ils se retrouvent derrière des mecs qui sont potentiellement plus lents avec leur voiture, mais du coup il n'a pas suffisamment de différentiel de performance pour aller les dépasser. Il se prend la safety car pas au bon moment. Du coup, hors des points, merci, au revoir. Et puis, on va passer à la suite, quoi. Mais c'est dur, c'est difficile. C'est très dur. Et Max Verstappen a quand même mis hier un premier penalty. Alors, il en met quelques-uns, des coups de pression ces derniers temps. Mais là, vis-à-vis de son équipe, il disait ceci, là, justement, à la F1 TV. Ce n'est pas manquer de respect à Alpine, car ils font un très bon travail, de dire que ce n'est juste pas là où nous voudrions être, car nous nous battons dans le peloton et nous aimerions être à l'avant. Cette situation n'est pas tenable pour nous en tant qu'équipe. Voilà en tout cas la déclat de Max Verstappen aussi, visiblement. Non mais clairement. Et puis on va sans doute reparler dans les semaines à venir d'une clause qui pourrait s'ouvrir dans l'été concernant Max Verstappen. Et puis juste la petite déclat d'Isaac Hadjar qui n'était pas très content non plus à l'arrivée, et on le comprend. Isaac, il dit: on n'avait pas un bon rythme dans tous les cas, c'était prévu, mais la voiture était inconduisible, même dangereuse. Ça c'est quand même assez important. On s'est bien battu avec les Audi, mais je dois comprendre ce qui s'est passé dans les premiers tours avec la batterie. Je me faisais déposer en ligne droite, c'était tellement nul. Dangereuse, voiture dangereuse. Faut quand même se méfier et faire attention du côté de chez Red Bull. Voilà en tout cas pour ces 3 enseignements. Cette émission rentre dans une nouvelle partie là désormais. On va parler de 2026. On va faire le bilan justement de cette nouvelle ère, de ce nouveau règlement. Bilan après 3 courses bien évidemment, mais bilan après être passé sur un juge de paix. Et il y a un premier aspect qui nous a fait peur, l'occasion d'un décryptage avec notre ami Pierrot ici en plateau. C'est l'aspect sécuritaire avec l'accrochage, la sortie surtout, et le terrible crash de Oliver Behrman qui était aux prises avec Franco Colapinto. Pierrot, tu vas tout nous expliquer, la faute à qui et pourquoi il faut blâmer le règlement 2026 sur cette action. Parce qu'on n'a pas le choix, mon cher Manu. C'était l'image choc de ce dimanche. La Formule 1 a un peu des allures de multiclasse quelque part, un peu comme en endurance ou aux 24 heures du Mans. Une hypercar revenait très fort sur une GT dans l'une des parties les plus rapides du circuit de Suzuka. Un mouvement pour tenter justement de défendre, et alors là, c'est le drame. Mais non, c'était bien 2 Formule 1. L'une récupérait de l'énergie, l'autre la déployait. Behrman revenait sur Colapinto, qui en milieu de courbe, entre le virage 12 et 13, a vu sa voiture clignoter 2 fois des feux arrière, annonçant que la voiture justement ne déployait plus d'énergie par le MGUK et donc ne roulait qu'à la force de son petit V6 de 550 chevaux. Donc on se retrouve avec un différentiel de vitesse énorme de 50 km/h. Certaines datas parlent même d'un différentiel de près de 90 km/h. Colapinto ouvre sa trajectoire justement pour défendre en se rendant en milieu de piste, ce qui est complètement autorisé dans le règlement. Behrman fait une manœuvre d'évitement, mais problème, il se retrouve complètement dans l'herbe et devient passager à plus de 300 km/h pour heurter le mur de pneus à grands coups de 50 G dans la tête et dans le genou. Résultat, des images d'un pilote clampinant, si vous préférez, nous rappelant la dangerosité du sport auto, mais qui énerve quelque part. Mais la question, c'est qui énerve après qui ? On est énervé après qui ? Parce que il est judicieux de replacer l'église au point de corde du virage. Colapinto, Behrman, Suzuka, ou tout simplement ces voitures que même les équipes et les pilotes ne comprennent pas. Et on l'a suffisamment parlé, on en a suffisamment parlé dans cette émission pour le moment. Réglementairement parlant, Colapinto n'en fera absolument aucune règle. La seule qui pourrait rentrer en considération, ces conduites erratiques entre guillemets, ce qu'avait pris d'ailleurs Esteban Ocon en termes de notes à Melbourne, mais sans suite d'enquête. Behrman, lui, il voit et il sait que la voiture de devant va être plus lente et choisit de porter son attaque. Et d'ailleurs, vous l'entendez même en on-board si jamais vous le revoyez, qu'une fois que les 2 feux arrière de Colapinto clignotent, on entend le moteur de Behrman qui s'emballe un peu plus, preuve que soit la voiture déploie de l'énergie, soit Behrman appuyait sur le boost, mais comme on n'a aucune indication, on ne peut pas savoir.
Donc effectivement, on a aussi ça à prendre en compte. À ces vitesses, tout prend des proportions qui sont complètement folles. On chérit évidemment le circuit de Suzuka, qui est un des derniers juges de paix du calendrier, où l'on peut voir s'exprimer le talent justement des pilotes, synonyme pour nous simple mortel de bravoure. Mais ce week-end, la moitié de l'équipe Aston Martin pouvait piloter là-bas selon Fernando Alonso, puisque comme le disait Alex Albon, la plupart des virages de Suzuka qui sont des virages rapides sont devenus des virages à moyenne vitesse. Le plus grave dans cette histoire, c'est finalement ce déploiement d'énergie, cette recharge qui intervient à des moments parfois complètement hasardeux, résultant d'un machine learning, d'apprentissage automatique en français, pas encore bien optimisé. Ça, c'est le défaut de cette réglementation, mais on est sur des prémices, hein, on est au début. Russell, on en parlait tout à l'heure, a eu un bug exactement au même endroit, lui faisant perdre 66 km/h et évité entre guillemets par Charles Leclerc. Finalement, Jean Alesi avait raison, l'Alpine marche mieux sans le moteur Renault, elle envoie désormais au tapis ses adversaires directs. Bravo mon Pierrot, et Jean Alesi un peu moins inspiré que toi en tout cas concernant ses avis ce week-end, ses avis tranchés que l'on a pu voir. Cette question sécuritaire, elle englobe bien sûr un constat qui est général autour de la F1 et bien ce week-end du côté de Suzuka justement. Le juge de paix a-t-il été sacrifié sur l'autel des ambitions de 2026? Voilà comment va s'articuler un petit peu justement ce débat. Il y aura un point sur le contraste saisissant entre samedi et dimanche. On a eu des qualifications qui étaient catastrophiques, trop de super clipping, trop de régénération, pas assez d'attaque, pas un pilotage à la limite, mais un dimanche un peu plus spectaculaire que l'an dernier, des progrès dans l'utilisation de l'énergie, notamment en défense, on l'a vu lorsque dans les batailles Piastri-Russell et Gasly-Verstappen. Il faut qu'on évoque les gars, la fronde des pilotes contre cette nouvelle ère. On a Verstappen qui menace de partir, c'est officiel, on a le GPDA qui monte au créneau par rapport à la sécurité, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer mon Pierrot, on a Leclerc qui a dégoupillé après les qualifications, on vous partagera ses propos parce qu'ils sont super intéressants, et puis l'accident de Berman qui a choqué absolument toute la grille. On a un mois de pause, mais il y aura une réunion le 9 avril à Londres. La FIA est tout de suite montée au créneau justement suite à ce crash d'Oliver Berman. Si des sources sérieuses évoquent certaines solutions déjà envisagées par la FIA, comme la répartition entre énergie thermique et électrique, le 9 avril donc, réunion au sommet, écurie, motoristes, responsables de la FOM, responsables de la FIA vont se voir à Londres pour améliorer les choses en 2026, mais surtout l'urgence, les amis, c'est trouver des solutions pour 2027. Et puis, plus largement, ça c'est une partie qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on n'est pas en proie à une fracture même politique et profonde entre les constructeurs, les pilotes et les fans. Ce règlement a été voulu par les constructeurs pour être plus raccord au marché automobile de la prochaine décennie. Un règlement, on l'a vu, rejeté par les pilotes pour des questions d'ADN. Un règlement qui provoque la colère des fans. Et est-ce que les intérêts de toutes ces personnalités peuvent converger? Puisqu'on a commencé sur le décryptage de Pierrot et qu'on a parlé de sécurité, je crois que c'est le plus important. Parlons de sécurité, les gars. J'ai envie d'avoir ton avis, Hamza, justement, sur ce premier aspect et sur le propos, justement, de Pierrot sur cet accident d'Oliver Berman. Pierrot débute son décryptage en parlant d'endurance. Oui. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en endurance, on sait que la voiture devant est plus lente. Exactement. Là, concrètement, si on devait faire un comparatif pour ceux qui ne sont pas familiers avec de l'endurance, c'est comme tu avais sur la même piste durant la même course, Formule 1, Formule 2, Formule 3. Dans l'idée, c'est un peu ça. En partant du principe que tout le monde roule fort et que chacun doit gagner sa position. Exactement. On n'est pas dans les mêmes classes. Exactement. Non, mais bien sûr. Et tu te retrouves dans une situation où là, par exemple, Colapinto est une F2 ou une F3 et se retrouve dépassé par un pilote de Formule 1 qui est Oli Berman. Et effectivement, moi, cet aspect sécuritaire, il m'agace au plus haut point dans le sens où les pilotes, depuis des semaines, depuis des mois, ils en parlent. Depuis des semaines et depuis des mois, ils agitent la menace du gros crash, du gros carton. Yeah. Là, on l'a. Et on a de la chance que ça se provoque à cet endroit avec le dégagement qu'on a. Et je reprends, je ne sais plus qui en a parlé, je crois que c'est Carlos Sainz qui prenait les exemples et qui citait, imaginez, ça arrive à Bakou, à Singapour, imaginez, ça arrive à Jeddah. En fait, là, on en arrive au point où, pour la sécurité des pilotes, heureusement que la Formule 1 ne va pas en Arabie Saoudite sur cette saison 2026. Le secteur 1 de Jeddah, où c'est beaucoup de virages à l'aveugle, virages moyenne vitesse et où ça te saute à la gueule,
Voilà, il y a un mec qui est sur la trage juste parce qu'il est en train de toucher son volant et il sait pas ce qui se passe, il y a 160 et il y en a un qui arrive à 280, c'est pas la même histoire. Juste pour être clair, pour ceux qui débutent dans ce monde de la Formule 1 et qui n'ont pas encore en tête tous les circuits, pourquoi est-ce que l'on prend les exemples de Bakou, de Singapour et de Jeddah ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de zone de dégagement. Là, si on remet l'image, on voit que Ollie Bearman, entre le moment où il quitte la piste et le moment où il va heurter le mur de pneumatique, il y a une dizaine de mètres, c'est ce qu'on appelle une zone de dégagement. À Bakou, sur les circuits en ville, il n'y a pas de zone de dégagement. Donc en fait, la limite de la piste, c'est le mur. Ça veut dire que si tu as la malchance d'avoir un carton similaire à ce que l'on voit avec Ollie Bearman, bah, tu te manges le mur tout de suite. Pas la même histoire. Et là, forcément, la sécurité, elle est... Parce qu'encore une fois, à partir du moment où... Moi, je pars du principe que, et encore plus sur ces sports où les pilotes mettent en danger leur intégrité physique, parce qu'on le rappelle que le sport automobile est un sport et reste un sport dangereux, malgré toutes les évolutions positives que l'on a pu avoir justement sur ce thème de la sécurité. Lorsque l'on est sur de la sécurité, qu'on n'écoute pas les principaux concernés, moi, j'ai quand même un petit peu de mal. T'as raison là-dessus. Le principal concerné, et je te relance tout de suite Pierrot là-dessus, c'est Carlos Sainz. C'était sur DAZN Espagne hier. Vous savez, c'est le représentant du GPDA, le syndicat des pilotes, on va l'appeler comme ça, qui nous dit la pause d'un mois tombe à point nommé pour la F1 et la FIA. Nous avions prévenu qu'un gros accident comme celui-ci allait arriver. J'espère que la F1 et la FIA vont réfléchir et écouter les pilotes, car ce règlement comporte des lacunes et des problèmes qu'il faut résoudre avant d'aller à Miami. Ce ne sont pas des dépassements, mais des autoroutes où l'on appuie sur le bouton boost et on passe. Charles Leclerc a répondu aussi à ces propos en conférence de presse. Il dit « J'apprécie vraiment ces voitures pour ce qui est de la lutte en piste, en course. Il faut sans doute faire des ajustements réglementaires autour de notre façon de courir, de défendre et par la prise en compte du fait que les différences de vitesse peuvent être plus importantes. Et là-dessus, cela concerne probablement plus les voitures qui défendent que celles qui attaquent. Est-ce qu'on peut penser, les gars, que le règlement puisse évoluer justement sur cette notion de chasseur et chassé ?» Sauf si j'ai mal compris le propos de Charles Leclerc. Là, ce qu'il laisse sous-entendre, c'est qu'un pilote qui se fait dépasser doit avoir l'intelligence de ne plus défendre face à un pilote qui est plus rapide que lui. C'est plus celui qui régénère, voilà, celui qui régénère ne peut plus être sur la trajectoire, de ce que je comprends. En fait, le problème, le différentiel de vitesse fait que faire une défense correcte n'existe plus. Parce que tu as un Bearman qui arrive à 50 km/h derrière, quand tu es déjà toi à 200, 230, tu regardes ton rétro, tu mets des coups d'œil, tu passes pas 5 secondes dans ton rétro. 5 secondes, c'est énorme sur une piste de Formule 1, t'as le temps de faire 3 virages, quoi, c'est 2 virages. Donc en fait, quand t'as une caisse qui revient pleine balle, et pouvoir estimer la distance vis-à-vis de ta voiture dans des rétros qui tremblent, même si on fait tout et qu'on les agrandit, etc., c'est très compliqué. Donc là, le différentiel de vitesse fait que faire une défense n'est plus aussi facile qu'avant, voire même devient, je trouve, presque impossible. L'attaquant va avoir tous les droits et en plus de ça, va avoir le bouton boost, donc lui, il va pouvoir décaler comme il veut. Il faudra qu'il pense aussi à décaler plus en amont pour laisser une chance aussi peut-être aux défenseurs de se dire ok, bah, il a choisi telle trajectoire et peut-être qu'on va devoir inscrire dans le règlement que l'attaquant n'a le droit qu'à changer de trajectoire une fois, ce qui est pour l'instant pas le cas. Donc peut-être que ça va reconditionner la manière dont on fait la course. Ceci étant dit, moi je rejoins Carlos Sainz là-dessus et c'est pour ça que je trouve les propos de Charles Leclerc pas étonnants, parce que lui il a fait des batailles avec Lewis Hamilton qui ont été relativement entertainment, si vous me permettez l'expression. Face à son coéquipier, donc même voiture, etc. Face à Russell, c'était pas mal le petit extérieur, oui, aussi, le virage au terrain. C'est vrai. Non, mais ceci étant dit, je rejoins ce que dit Carlos Sainz et je vais même extrapoler avec ce qu'ont dit Bortoleto, Lawson et Alonso, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils dépassent, ils ne savent pas pourquoi ils se font dépasser au début, et en fait ils sont passagers quelque part de ce que le moteur peut faire. Et ça, moi je trouve ça extrêmement dangereux, c'est-à-dire que même eux ne savent pas vraiment pertinemment comment ils arrivent à construire une attaque, comment ils arrivent à construire une défense, et ils sont simplement passagers de ce qu'ils ont. Lando Norris te dit texto après la course, Hamilton, je ne voulais pas le dépasser, mais j'ai dû le faire parce que la batterie était en train de se vider. Je ne voulais pas. Le pilote te dit, je ne voulais pas dépasser le pilote devant moi. C'est les voitures qui décident de dépasser. C'est même pas le pilote. Moi, dans 10 ans, tu mets une course de robot avec de l'IA, c'est la même chose finalement. En fait, le pilote ne sert, je veux dire, pas à grand chose. Aujourd'hui, encore un petit peu, mais tu lui enlèves cette. Et encore une fois, parce que là, pour revenir sur ce que tu proposais tout à l'heure, Pierrot, sur
un changement réglementaire avec un pilote qui attaque, qui n'a la possibilité par exemple de changer de trajectoire qu'à une seule reprise, en fait on arrive dans un mode où on va standardiser encore plus la Formule 1. On a essayé de standardiser les monoplaces, là on est en train de standardiser, qu'on le veuille ou non, les pilotes, parce qu'avec cette nouvelle réglementation, qui est capable de me dire si je te mets une caméra embarquée sans la voiture, sans la décoration de la voiture et sans la décoration du casque, est-ce que tu serais capable de me dire ça c'est du Verstappen, ça c'est du Hamilton, ça c'est du Alonso, ça c'est du style de pilotage n'existe le style de pilotage plus trop dans ce sens-là. On ne peut plus le détecter, que ce soit sur une séance de qualification ou sur une séance ou sur une course. Par rapport là, je reviens par rapport à le propos de Charles Leclerc sur la séance de qualification. Donc en fait, on est en train d'absolument tout standardiser et peut-être qu'à terme, on va aussi standardiser les dépassements. Ça c'est le plus gros problème pour moi. Et parlons de la qualif, les gars. On a évoqué l'aspect sécuritaire. On est tous les trois d'accord que la Formule 1 est obligée de trouver des solutions, notamment dans cette réunion du 9 avril, même si on a compris ici qu'on commence à douter aussi des solutions dont on commence à parler, c'est-à-dire un règlement pour le chassé, un règlement pour le chasseur et libérer la voie si on est en régénération, par exemple. Parlons des qualifs. Il y a une déclaration de Charles Leclerc ce week-end à la sortie des qualifs qui est juste extraordinaire, qui nous permet de mieux comprendre la réticence justement des pilotes. Charles Leclerc dit, c'est au micro de Canal, il dit: c'est très frustrant. En arrivant en Q3, ma façon d'aborder les qualifications a toujours été de tenter quelque chose de différent sur le dernier tour, prendre des risques. Mais quand vous faites ça, le système doit tout réoptimiser pendant que vous pilotez. Je gagne du temps dans les virages, j'en perds en ligne droite. On ne parvient jamais à assembler un tour complet car on compense toujours quelque chose par autre chose. Tenter des choses, prendre des risques, ça a toujours été gratifiant dans nos carrières et maintenant, ce n'est plus possible. Regardez ce que dit Fernando Alonso aussi, DAZN Espagne. Il dit: je vous l'avais dit à Bahreïn. Au virage 10, le chef cuisinier peut désormais piloter la voiture. Peut-être pas le chef, mais je ne sais pas. Je pense qu'au moins 50% des membres de l'équipe pourraient piloter à Suzuka. En fait, le chef, il n'a pas le permis chez Aston. Les virages rapides sont désormais devenus des bornes de recharge pour la voiture. Il n'y a plus de défi dans les virages à grande vitesse. Les gars, ce qu'on a vu dans le 130R. Bon, le 130R, ça fait quelques années maintenant qu'on est quand même un peu habitué à n'importe quoi. Ce qu'on a vu dans Spoon, ce qu'on a parfois vu dans les S, ce qu'on a vu à la fin du premier secteur ou au début du deuxième secteur, franchement, c'est une honte pour la Degner. Oui, tout à fait. Degner, en fait, et pourquoi tu cites tous ces virages? Parce que c'est Suzuka des morceaux de est bravure. Un mythe du sport automobile et de la Formule 1. C'est là où on historique. faisait la différence entre un bon pilote et un excellent pilote. Exactement. On parle souvent de Spa, de Silverstone, d'Interlagos. Suzuka, si ce n'est pas tout en haut, c'est très très haut. Donc, je veux bien que Melbourne, ok. Je veux bien que Shanghai. Mais là, on parle de Suzuka. Et Suzuka, on a un outil de comparaison qui s'appelle l'histoire de la Formule 1. Voilà, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu peux prendre toutes les monoplaces de l'histoire du championnat du monde et toutes celles qui ont roulé à Suzuka. C'est un outil comparatif. Et aujourd'hui, très sincèrement, quand tu lis les déclarations sur l'essence même du pilote, où est-ce qu'il peut faire la différence, aujourd'hui, tu es pénalisé si tu tentes quelque chose de différent. J'ai pas envie d'aller trop loin dans mes mots, mais sincèrement, c'est une petite mort du pilote d'exception qui est en Formule 1. En fait, ça vient de nous prouver que pour rester pertinent, la Formule 1 donc sacrifie des virages rapides, ce qui veut dire que sur autoroute, il faudrait plein de virages pour pouvoir recharger les voitures à ce moment-là. Sympa le Paris-Marseille. Tu vois, je veux dire, à ce moment-là, autant reprendre les routes nationales et effectivement, tu pourras faire de la recharge dans les. Et en plus de ça, tu découvres la France. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel plutôt que de passer tout droit avec des autoroutes. Mais tout ça pour dire que les circuits ne sont plus adaptés aux voitures. Et en fait, il faut prendre le problème à l'inverse, parce que généralement, c'est plutôt quand même plus facile de changer des voitures que des circuits. Moi, ça me fait un peu mal au cœur, effectivement, cette histoire de tour qualif. Je suis pas... Évidemment, quand tu vois des voitures rétrogradées à fond en ligne droite, ça pose problème. Je ne voue pas une fascination absolue sur le tour qualif. Je pense que c'est... Non. Par rapport à un Brice Germain, par exemple. Je veux dire, c'est pas ça qui va me gâcher. Non, mais c'est pas ça qui va me gâcher tout le week-end, tu vois. Mais je vais comprendre et je sais très bien que le Tour Qualif, faut que ce soit un morceau de bravoure, etc. Je veux dire, aujourd'hui, je prends le tout avec du recul qui me fait dire qu'il y a un problème sur le Tour Qualif, il y a un problème sur la manière de faire la course, et en fait, il y a un problème plus global. Maintenant, effectivement, on a déjà eu du clipping en bout de ligne droite, on a déjà eu des moteurs qui commençaient à un petit peu baisser en régime, etc., pour faire de la recharge avec le MGUH à l'époque.
Très bien, moi ça me dérange pas parce qu'il y a de la gestion de la batterie et parce que quelque part, même si c'était pas le cas du temps du V6 hybride, ce que j'appréciais c'était le morceau de bravoure qu'il fallait au pilote, non seulement pour piloter sa voiture, mais aussi pour apprendre à bien optimiser tout son tour et faire en sorte que ça puisse se faire correctement. Là aujourd'hui, il est à 90%, je trouve, dépendant de la voiture. Et en fait, c'est juste un instrument qui répond à un machine learning, à un algorithme, entre guillemets, pour pouvoir optimiser son temps autour. Moi, je t'avoue que je voulais être patient en ce début de saison. Il y a beaucoup de choses qui m'ont courroucé, mais je me disais, attendons, personne n'est prêt. Cette révolution est telle qu'on le voit, personne n'est prêt, ni même le réalisateur de la Formule 1, parce que beaucoup de choses changent. Il ne l'a pour jamais lui. été. Hein. Et oui, t'as peut-être raison, mais il a encore plus de difficultés à tout nous montrer aujourd'hui. Personne n'est prêt. Je me disais, attendons de voir. Là, franchement, ce qu'on a vu au Japon, notamment en qualification, moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment c'est un coup de canif. C'est un coup de canif dans l'esprit F1. Non, mais en tout cas en qualification. L'argument du personne n'est prêt, moi je peux pas l'entendre. Enfin, soit on laisse le temps, et dans ces cas-là, on laisse toute la saison s'écouler et on ne parle pas de la nouvelle réglementation et on ne parle pas des émotions que ça la procure aux téléspectateurs. On parle aux téléspectateurs parce que, mine de rien, tout cet aspect, c'est aussi améliorer le spectacle. Je suis pas sûr que ce soit la bonne manière, mais en tout cas, c'est la volonté principale pour aussi attirer de nouveaux téléspectateurs. Suzuka, DAZN Espagne a sorti ses chiffres. Tu as perdu 50% de téléspectateurs entre Suzuka 2025 et Suzuka 2026. C'est énorme. Ah, ça, je savais pas. 50% de téléspectateurs. Je ne sais pas si Canal va communiquer ses audiences, mais... S'il les communique pas, c'est que c'est pas bon signe, généralement. Non mais aujourd'hui, tu arrives à un point où c'est contre-productif, y compris pour l'objectif de base qui était cibler une catégorie de personnes que tu cherches à séduire pour attirer ces personnes-là en Formule 1, bah manifestement, non seulement ça ne marche pas, mais peut-être même que tu perds des historiques. Ouais, il y a un problème aussi, c'est que, et je vous l'ai dit quand on a préparé cette émission, la séance de qualif l'année dernière, c'était presque le main event. Parce que c'est là où on prenait le plus de plaisir, puisque en course, dirty air, tout ce que vous voulez, etc. Cette année, c'est entre guillemets l'inverse, puisqu'on a quand même des changements de position en tête de la course. On a quelque chose d'entertainment. Il y a des belles batailles, les gars. Hier, Leclerc, ce qu'il nous propose, c'est les seuls Leclerc, c'est les seuls dépassements de pilote. Le reste, c'est du dépassement de déploiement d'énergie. Bon, c'est aussi du déploiement d'énergie quand même. Oui, mais d'accord, mais à l'extérieur. L'année dernière, tu avais le DRS de la même manière, tu avais le DRS également. Tu vois, voilà. Là, les voitures arrivent à suivre quand même. Je veux dire, il y a des endroits où ça double ou ça doublait pas l'année dernière. Voilà, ce qu'on peut valoriser sur Leclerc, c'est qu'il prend le risque d'aller au bout de son effort pour valider le dépassement à une zone que certains pourraient estimer risquée, alors qu'aujourd'hui, avec la facilité de dépasser en Formule 1, tu peux te dire, je vais rester sagement derrière, je vais attendre 2 tours ou 3 tours, exactement. Et puis je vais retenter ma chance, ce sera beaucoup plus facile. Ok, si on valorise le fait de tenter un dépassement et d'aller au bout du dépassement, plutôt que de jouer la simplicité, où est-on tombé, messieurs ? Non mais attends, tu peux. En fait, il faut être aussi équilibré. Moi, l'extérieur de Charles Leclerc sur George Russell hier, c'est pas quelque chose de factice. C'est pas un ordinateur, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est magnifique. C'est de la bravoure. Mais il y a un peu de bravoure. C'est magnifique, mais tu te poses. Moi, en tout cas, je me pose la question à quel point l'utilisation de la batterie entre en vigueur ou pas. Et tant que j'ai ce doute, moi, sincèrement, l'essence du pilotage et la singularité d'un Max Verstappen, d'un Charles Leclerc, tous les pilotes que tu veux et que tu peux nommer, au moment de faire un dépassement ou au moment de défendre, je ne sais pas à quel point ce sera 100% le pilote ou 80% le pilote ou ce sera 80% la batterie. Et ça me gêne. Il y a une question que j'ai envie de vous poser et je vais vous mettre 2 déclarations, une de Max Verstappen, une de Toto Wolff, qui je trouve incarne parfaitement l'opposition entre pilote et constructeur. Et tu as parlé des chiffres de DAZN Espagne, des fans aussi, parce que la colère monte, on le voit, on vous lit tous les jours et toutes les semaines et on a bien compris que la F1 semblait être sur un fil. Et on lit aussi sur les commentaires des réseaux sociaux des comptes de la F1. Non, on les lit pas. Malheureusement, on peut pas les lire. On peut plus les lire. T'es en train de me dire que la F1 censure C'est comme la caméra embarquée du tour de pole position d'Andrea Kimi. Il paraît qu'il y a une panne. Non, on n'y croit absolument pas. Non, mais ça arrive les pannes. Ne perdons pas de temps à justifier la Formule 1 là-dessus. Ceci étant dit, juste pour pondérer là-dessus. Pondérons un petit peu. En 2014, Ferrari avait des problèmes électriques avec sa voiture. Ça foirait les transmissions vidéo.
aujourd'hui, avec toute l'électrification qu'il y a dans la voiture, il est possible que ça foire un peu les transmissions TV. C'est bizarre que ça arrive au 130 sur la zone problématique du début du week-end, vraiment tout le troisième secteur du tour de pole position. C'est pas au moment où ça passe sous le pont, par exemple. Les gars, juste, on manque de temps et la question que j'ai envie de vous poser est très importante. On est face, on l'a dit, à un conflit entre les constructeurs, les pilotes et les fans. Déclaration de Max Verstappen au Télégraphe. Le Télégraphe, c'est son journal de chevet. C'est à eux qu'il dit tout et c'est généralement eux qui sortent les informations les plus intéressantes. Il dit « Je vais décider de mon avenir dans les prochaines semaines, pendant la pause ou les prochains mois. La vie ne se résume pas à la F1 et si la F1 veut que je reste, il faut que cela reste amusant. » Voilà, tout est dit. Coup de pression de la part de Max Verstappen. Réponse de Toto Wolff hier en conférence de presse. Il dit « La F1 est en train de changer, elle devient du pur racing et c'est très excitant de voir quelqu'un récolter de l'énergie et quelqu'un d'autre la déployer. C'est aussi une science de la course à développer et c'est dans les mains du pilote. Mais peut-être que Max et d'autres préféraient les règles de l'an dernier où on n'avait pas vu un seul dépassement ici ou presque. Pour moi, la course, c'est pas le problème. Nous devons travailler sur les qualifications et nous le ferons à Londres. Les gars, juste très rapidement, est-ce que la F1 est en danger? Parce que moi, je me permets juste très rapidement cette opinion. Moi, j'ai l'impression que la F1 telle qu'on l'a en 2026, c'est une volonté des constructeurs pour être d'accord avec un marché automobile. Mais que cette injonction de l'électrification, de l'hybridation, ce n'est pas quelque chose que veut le consommateur. Donc déjà le public, on le voit en tout cas sur les chiffres de vente de voitures. Et on le voit aussi sur des pilotes de très haut niveau qui ne veulent pas faire de l'éco-conduite mais qui veulent piloter. Et donc quelque part, est-ce qu'on peut réunir les intérêts des constructeurs, des pilotes et des fans autour de cette nouvelle F1 ? Moi j'ai une première question, c'est cette conférence de presse, c'est de la parodie ou c'est vraiment... Ah non, c'est réel. Il a dit, et je peux te dire, j'ai laissé pure racing parce que le journaliste, si tu traduis grosso modo, ça perd de son sens un petit peu. Ça c'est de la pure course ou voilà, non, c'est nul. Mais c'est faut mais est-ce qu'on peut les réconcilier Max Verstappen et Toto Wolff quand on voit les déclarations, les gars? C'est une hypocrisie totale parce qu'il est en train de défendre ses intérêts. Tout simplement. Oui, mais bien sûr. Mais comment pour moi, il y a des personnes que... Le problème, c'est que tout le monde va y perdre dans cette histoire. C'est que, en fait, ça a été voulu par des constructeurs automobiles qui ont dit le MGUH, c'est pas road relevant, donc c'est pas pertinent pour la route. Parce que c'est vrai, le MGUH, il fonctionne que quand vous roulez à 230, 250, 300 km/h. Ça arrivera pas sur autoroute, à part en Allemagne, sur certaines portions. Le deuxième truc, c'est que, donc, du coup, on veut augmenter l'électrification. Bon, pourquoi pas? Mais on enlève l'appendice qui permettait de recharger de manière drastique l'énergie de la voiture. Et avec ça, on dit on va mettre un MGUK plus grand. Oui, sauf que les virages, ils n'ont pas changé, les circuits, ils n'ont pas changé. Donc du coup, pour recharger, on envoie le V6 fait aussi générateur pour recharger de l'électricité. C'est complètement contre-productif quelque part, mais heureusement on a un carburant durable. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est en train d'y perdre. Toto Wolff le premier, je pense, en disant ce genre de déclaration, parce que ça remet de l'huile sur le feu et ça montre que les instances de la F1 font l'autruche, mettent la tête dans le sable. Il y en a plein qui font ça. Derrière, forcément, les fans ne sont pas contents. Il va y avoir une perte de vitesse de la F1 et Hamza le disait très justement avec les audiences de DAZN Espagne. Et derrière, en fait, les constructeurs qui ont voulu ce changement-là pour dire oui, l'électrique ceci, l'électrique cela, eux vont y perdre aussi d'un point de vue image, mais après, c'est pas leur problème parce que demain, s'ils veulent partir, ils partent et ils sont pas dépendants de la Formule 1, ce qui est pas le cas de Haas, ce qui est pas le cas de Williams, ce qui est pas le cas de... Alors, Ferrari, bon, oui, d'accord, peut-être pas quand même, mais tu peux le dire. Quand même. Mais à un moment donné, en fait, là, on est en train de faire fausse route et il va falloir réconcilier tout le monde. Et là, on a un vrai problème. Maintenant, dire que c'est du pur racing, moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. J'en reviens sur cette histoire de tour qualif. Je rejoins complètement vos avis. C'est juste que moi, je me suis détaché de cet instant-là dans le week-end cette année parce que visiblement, on est sur de la baisse de régime, etc. C'est pas beau à voir et ça ne m'intéresse pas autant qu'avant, tu vois. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème là-dessus. Mais si demain la Formule 1 perd, parce que de toute façon, allons-y, Manu. Fernando Alonso. Il va partir. Clairement, je pense. Hamilton, il va partir assez vite. C'est imminent. Si en plus tu perds Max Verstappen. Et là, mais on en parlait en la première émission en plus. Je fais partie de ceux pour qui le sport sera toujours plus grand que n'importe lequel des sportifs, peu importe le sport. Mais ce que je pense, moi,
Si demain on perd Verstappen, Hamilton, Alonso, je continuerai à regarder de la Formule 1. Bien sûr. Sauf que pour la Formule 1, perdre ces athlètes qui sont des ambassadeurs du sport automobile et des ambassadeurs de la Formule 1, tu perds le boost. C'est pas la même chose. Là, tu fais du super clipping. Rappelle-toi 1994, lorsque Ayrton Senna est décédé, ils sont allés chercher, notamment pour la fin de saison, un champion du monde, Nigel Mansell. Et les audiences, c'était comme ça. Hein. Et oui, tu perds. Donc, si demain, en fin de saison, tu as Verstappen qui part et dans 2 ans, tu perds Alonso et Hamilton, qui va porter la Formule 1 à l'international. Non mais t'as raison, et en plus Max Verstappen dans le business F1, on a souvent dit que Lewis Hamilton était peut-être un peu au-dessus de son sport, mais on oublie de dire il est au-dessus de son sport, Hamilton. Il est peut-être au-dessus de son sport, mais Max Verstappen aujourd'hui remplit des tribunes à travers le monde, draine des fans, etc. etc. La F1 ne peut pas se permettre. Vous voyez, il y a cette réunion du 9 avril qui arrive, les gars. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse trouver un consensus entre toutes ces parties-là? Moi j'ai l'impression que les constructeurs, dans leur logique de marché, sont bornés vis-à-vis de cette situation. Vis-à-vis de la sécurité des pilotes. Et pour moi, c'est ça la priorité. La priorité immédiate, c'est la sécurité des pilotes. Comment faire pour essayer de trouver une solution et rendre les dépassements moins dangereux avec des écarts de vitesse que certains ne semblent même pas contrôler. Ça, c'est la priorité. Ensuite, dans un second temps, on viendra sur l'aspect philosophique de la Formule 1, l'aspect philosophique du sport automobile, parce que, encore une fois, la Formule 1, c'est censé être la catégorie, et je dis bien censé être la catégorie reine du sport automobile, voire du sport mécanique. Ça arrivera peut-être dans un second temps, mais pour moi, en tout cas, quoi qu'il arrive, ne vous attendez pas à avoir des changements dès Miami, c'est juste pas possible. Donc, en fait, les changements changements qu'on peut avoir, c'est sur la partie électrique. Oui, mais pour le déploiement et la recharge sur le thermique. Sur le thermique, non. Voilà. Sur le thermique, en fait, pas tout de suite. Quand j'entends notamment l'équilibre 50-50 qui pourrait basculer, on balance des chiffres, en 60-40 ou en 70-30, ça va prendre du temps. Et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Audi, par exemple, pas forcément d'accord. Mercedes, pas forcément d'accord. Complètement. Avec un règlement, ce sera ça le règlement. Et ils ont construit leur moteur de cette manière-là. Moi, je peux comprendre que encore plus que pour Mercedes, mais que des constructeurs comme Audi, ils se retrouvent en difficulté parce qu'eux, ils sont venus en Formule 1 pour cette réglementation-là et qu'après avoir tout construit, on décide de tout changer ou de changer certaines parties. En tout cas, le débat reste animé, les amis, et le mois qui nous attend sans Formule 1, avec une réunion déjà décisive le 9 avril, va nous mettre en haleine. Sans Formule 1, mais avec une émission. Exactement, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on gardera l'antenne, les amis. On va vous préparer quelque chose. Normalement, la semaine prochaine, on passe en studio, on enregistre un truc qui sera peut-être un petit peu plus fun, où l'actualité nous aura rattrapé, on sera dans un truc complètement sérieux. Max Verstappen quitte la Formule 1. Ouais, oh là. Non. Max Verstappen, l'héritage, que restera-t-il ? C'est que si ça commence comme ça, après, ce sera Paddock Pass s'arrête. Non, quand même pas. On est là pour la saison, on a signé de toute façon. Mais en tout cas, voilà. Important aussi d'avoir votre avis, les amis, en toute bienveillance et avec respect. Voilà, on ouvre le débat. L'idée, c'est d'avoir une discussion qui soit constructive sur tout ce sujet. Donc, on attend vos avis en commentaire. Très rapidement, les gars, le classement constructeur et championnat. Nouveau leader, on l'a dit, Andrea Kimi Antonelli devance George Russell de 9 petits points. Mercedes 135, Ferrari 90 et McLaren qui remonte à la 3e place. Et 4e. Ouais, c'est quand même assez ouf. Ça fait bizarre de voir Red Bull dans cette situation-là. Très rapidement, je vous avais préparé un petit quiz, mais on n'a pas beaucoup de temps, les gars. C'était un Kikadi, parce que vous savez qu'on est dans la famille, dans la maison du Moscato Show, j'allais dire du Mercato Show, n'importe quoi. Qui a dit ça, tiens, justement, je vous en fais qu'une seule. Non, je te jure que non. Qui a bien pu dire ça, cette première déclaration? Je sais pas si on a l'habillage, je vous la fais voilà. Tu as une paire de en acier. Qui a bien pu dire ça? C'était pas cette saison, hein, parce que vu les virages rapides... C'était justement, on en a parlé tout à l'heure, c'était au Grand Prix du Japon. C'est un ingénieur qui l'a dit à son pilote dans la radio. Genre qui était épaté par des moves, je crois, au virage numéro 1. Au T2, pardon. Brian... C'est Brian Botsi, c'est exactement ça. Brian Botsi qui a dit Charles Leclerc, donc. À Charles Leclerc, en effet, à l'arrivée, il lui dit, t'as un truc extraordinaire. Une sacrée paire. Allez, juste une dernière pour s'amuser. Il y a quelqu'un qui a dit, je vois enfin ce que tu veux dire avec le champignon dans Mario Kart, Charles. Piastri à Leclerc. Exactement, Piastri à Leclerc. Et puis tiens, allez, une dernière parce que ça reste dans le thème de ce qu'on
l'histoire du champignon, c'est par rapport à l'accident de Berman. Exactement, à l'accident de Berman, oui, t'as raison. Qui a dit ça en conférence de presse? Personne ne peut se plaindre du manque de belles courses, êtes-vous d'accord? Sauf peut-être les consultants, les vieux, les traditionalistes qui vivent tout à l'ancienne. Ça, c'est pas Jean-Luc Roy. C'est pas Jean-Luc Roy. On le salue, notre copain Jean-Luc. Qui a pu dire ça dans une conférence de presse, Jean Alési. Toto Wolff. Bien sûr, Toto Wolff. C'est une victoire de notre ami Hamza Ramadi. Voilà les gars, faut qu'on rende l'antenne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'était une émission vraiment, vraiment passionnante. On est ravis de toute façon de le partager ce moment sur RMC avec vous, sur Paddock Pass. N'oubliez pas le pouce pour vous abonner, les commentaires, participer à la discussion. Le boost pour la vidéo. Le boost pour la vidéo. On est toujours dans une histoire de batterie. Les batteries, on va les recharger. N'oubliez pas complètement. On reviendra bien évidemment dans ce mois de pause pour vous proposer du contenu. Merci mon Pierrot. Merci mon Hamza. Vous êtes des garçons passionnants et vous écoutez parler F1. On pourrait jamais s'arrêter, mais on est obligé de mettre fin. Il y a des gens qui travaillent en régie notamment. Merci Brian Levavasseur, le boss de cette émission, le grand conducteur qui va nous accompagner toute cette saison. Salut les amis, prenez soin de vous.